Bonsoir mesdames. Bonsoir messieurs, bienvenue à cette soirée spéciale du Ciné Club. Comme vous savez, nous avons eu l'occasion de vous présenter quelque chose de tout à fait inhabituel jusqu'à présent depuis 5 ans, 6 ans maintenant. On vous présente des films qui ont normalement ont eu une vie en salle ou à la télévision. Or, ce soir, c'est tout à fait exceptionnel. Le film que vous allez voir ce soir n'a jamais été présenté ni à la télévision, ni dans une salle de cinéma régulier. Il a été présenté en Europe, un petit peu, dans des auditoires même plus petits que celui-ci ce soir. Et sa version présumée finale ne date que d'il y a quelques semaines. Donc c'est tout frais. Vous êtes véritablement des privilégiés à ce niveau-là. Donc je vais vous parler en fait un petit peu de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on a une soirée spéciale ce soir? Il y a plusieurs années, je cherchais en fait un film sur le Chevalier de la Barre. Cette histoire que nous allons avoir ce soir, en grande partie, est fondée évidemment sur la vie et la mort du Chevalier de la Barre. Et pour moi, ça avait été une découverte. Bon, il y a longtemps que je connaissais le Chevalier de la Barre, mais je voulais savoir s'il y avait eu des écrits. Et là, j'ai découvert que beaucoup de contemporains ont écrit sur le Chevalier de la Barre. Mais je cherchais, moi, à présenter quelque chose de vivant, dans le sens que quelque chose de cinématographique qui soit intéressant pour un large public. Et assez large public, je ne me fais pas d'illusions, ça n'intéressera pas forcément toute la province sur ce sujet, mais ça devrait être quand même quelque chose d'intéressant pour la plupart des gens qui s'intéressent de près ou de loin à ce phénomène que nous venons de découvrir au Québec, qui s'appelle la laïcité. Bon, alors cette histoire de laïcité, elle est implicite en fait dans le Chevalier de la Barre, dans sa vie, dans sa mort. Ce concept va démarrer avec le Chevalier de la Barre. Avant le Chevalier de la Barre, le mot de laïcité est relativement récent, c'est du 19e siècle. Mais la notion à l'époque, on parlait de notion de tolérance. Et ce que vous allez voir, c'est justement aussi cette évolution de ce que nous pensons être le vivre ensemble, a évolué. Et dans un pays particulier, il s'agit de la France. La France, on verra, la France révolutionnaire en particulier. Vous allez passer beaucoup de choses en revue ce soir. Je vous signale que c'est quelque chose d'assez dense. Il y a beaucoup de choses dans ce film. Mais c'est cependant un film avec une trame sonore tout à fait exceptionnelle. Ça, je vous assure que j'ai été sidéré moi, quand j'ai entendu la trame sonore de ce film. En 2009, je pars à la recherche d'un film sur le Chevalier de la Barre. Et je ne trouve rien, sauf un gars qui a l'air de vouloir faire un film et qui essaye de peine et de misère de faire, par souscription, d'avancer son film. Donc on est déjà en 2009 et il y a déjà un bout de temps qui travaille dessus. Bon, je dirais, il doit être arrivé au bout. En 2010, on va avoir un film sur le Chevalier de la Barre. Non. Le film, on l'a eu en 2013. C'est-à-dire maintenant. Mais il ne faut pas désespérer. Et j'ai eu le privilège de voir le film en France, à Marseille. C'est pour ça que je l'ai vu en entier d'abord, avant de dire, ok, je vais engager les frais pour que ce film soit vu à Montréal. Et c'est ce que nous allons avoir ce soir. Et c'est un film de Dominique Datola, qui est un cinéaste professionnel. C'est pas comme moi, un petit amateur avec sa petite caméra, non, non. Dominique a déjà fait des films, et pas un seul, je veux dire, c'est pas son premier film. Et vous allez voir que la patte d'un cinéaste et la patte d'un amateur, c'est pas pareil. Alors, je vous présente ce soir Dominique Datola, qui devrait être ici. Là. Ici. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors je ne vais pas vous parler du film, puisque vous allez le voir. À la fin de cette projection, nous pourrons en parler si vous avez des questions. Je voudrais juste dire une chose sur la laïcité en fait. J'ai bien compris qu'en venant ici,
vous étiez en plein débat sur la laïcité. Nous, a priori, en France, on pourrait estimer que depuis 1905, depuis la séparation des églises et de l'État, l'histoire est faite. C'est-à-dire que la séparation est vraiment réelle. En réalité, pas du tout. C'est-à-dire que les attaques régulières contre la laïcité sont permanentes. Donc la raison du film, la raison d'exister du film, c'est pour bien marquer les consciences, et en essayant de faire un film grand public, ça a été de rappeler l'histoire de la liberté de conscience en France, à travers un procès qui a été le dernier grand procès de l'intolérance religieuse, celui du fameux Chevalier de la Barre. Voilà. J'en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir le film. À la fin, on pourra en parler aussi longtemps que vous le souhaiterez. Voilà. Je vous souhaite une excellente projection. Si d'aventure à la nuit, vous vous promenez dans le vieux quartier de Montmartre, au pied du Sacré-Cœur à Paris, et si vous entendez au loin un orchestre qui s'accorde, alors vous aurez peut-être la chance de croiser la route d'un chevalier aux abords de la basilique. Un chevalier errant qui s'interroge toujours sur les raisons de son arrestation, de son procès, des supplices que les bourreaux jadis lui ont fait subir et de son exécution sur un bûcher en place publique. Un jeune homme de son temps dont le seul crime abominable fut d'aimer vivre librement. Un blasphème épouvantable. Celui qui blasphème, blasphème Dieu. Dieu doit le juger. Ce qui dit autrement revient à dire, celui qui blasphème doit être exécuté pour que son corps et son âme soient remis au jugement de Dieu. Pour nous, c'est bien. Vous êtes sûr, hein? Il n'y a pas un numéro caché qui a été oublié? Je pense pas, non. Merci à tous. Merci. Merci. Messieurs les compositeurs et les artistes de la musique et du monde, de l'image et de la lumière, à bientôt. Merci à vous tous. Que ce soit, peu importe avec quelle orchestre. Qu'est-ce que tu préfères? J'espère que vous avez aimé. En tout cas, l'ovation avait l'air spontanée, hein, je peux dire. Ce soir, nous avons aussi, n'oubliez pas, il y a un main d'honneur tout à l'heure. Nous avons quelques dizaines de minutes pour répondre aux questions. C'est-à-dire que Dominique va pouvoir vous répondre à vos questions et aussi peut-être illustrer certains aspects du film que vous pourriez, qui peut-être s'adresse plus à des Français qu'à des Canadiens, c'est sûr. Donc vous avez par exemple noté qu'il y a un certain nombre, vous avez peut-être remarqué, j'espère que vous avez reconnu Henri Peña-Ruiz, qui était ici même il y a un an, un de nos conférenciers. Mais il y a d'autres personnages qu'il serait peut-être intéressant aussi de parler. Alors, c'est moi qui vais poser une question.
Mais à vous, est-ce que vous avez été ému? Oui, certainement. Pourtant, c'est juste un film sur la laïcité, non? Non, mais c'est de voir tout le travail qui a été fait. J'en reviens pas pour une cause, dans le fond. Je suis ému, moi, de voir que la laïcité peut, elle aussi, parce que d'habitude, les gens font des grandes choses pour des causes comme la religion, justement, ou pour défendre leur pays, ou des choses comme ça. Mais là, pour la laïcité, dans le fond. Un petit peu pour la gloire du réalisateur, probablement, c'est sûr, on ne fait pas de choses comme ça pour rien, là, c'est normal. Et bravo, c'est très bien fait, oui. Mais tout ce monde-là, là, les gens qui ont payé pour la sculpture, les trucs qui ont brassé, c'est beaucoup d'énergie pour la laïcité, ça m'émeut. Je suis content de faire partie de cette cause-là. Oui. Merci, Pierre. Question. J'ai un micro dans la gorge, ça va aller. Tout d'abord, je vous félicite. C'est un film fort intéressant. Nous avons actuellement un festival du nouveau cinéma. Je vous invite à frapper à la porte et présenter votre film, sinon revenez l'an prochain, parce que ça vaut vraiment la peine. Je suis d'accord avec Michel Billard, bande sonore merveilleuse. Intercaler l'art à l'intérieur de ce débat sur la laïcité, j'ai trouvé que c'était une idée fort intéressante. Je vous en félicite. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, nous avons un débat ici au Québec sur la laïcité. J'ai participé à ma façon. Plusieurs fois, j'ai fait allusion à la loi de 1905 et vous avez mentionné dans la présentation que cette loi, malgré qu'elle existe depuis longtemps, la laïcité doit toujours se défendre. Je vous cite comme il faut. Or, effectivement, je suis inquiète par tout ce que j'ai vu durant les fameuses manifestations en Paris contre le mariage gay. J'ai cru deviner, voir par la télévision, des milliers de calotins qui me font penser à une époque révolue. Moi qui ai servi la messe jusqu'à l'âge de 22 ans à l'université, nous avons connu notre révolution et j'ai vu à Paris des scènes que je ne peux plus imaginer aujourd'hui à Montréal. Alors j'aimerais que vous pouviez commenter. Et mon dernier mot, c'est que la prochaine fois que je vais aller à Montmartre, je promets un pèlerinage du côté de la place. Il y aura beaucoup de pèlerins, je pense. Alors, concernant les manifestations, on avait déjà vu ça il y a quelques années avec l'école publique et l'école privée. Hein, au moment où il était question de supprimer les subventions à l'école privée. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il y a eu des milliers de calotins, comme vous les appelez, qui sont descendus dans la rue pour faire en sorte que cette loi ne passe pas. Donc, le clivage en France est toujours bien là, et il se compte quand même en milliers et milliers de gens, ça avance pas très vite. Mais bon, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de choses politiques et de l'actualité. J'ai fait ce film justement pour ouvrir au débat. C'est juste un rappel historique de ce que ça a été, pour qu'on puisse en parler. Je le disais à Pierre et à Michel cet après-midi que la télévision française, pour laquelle j'ai travaillé longtemps, quand j'ai été proposé ce film, ils n'en ont jamais voulu. Ou alors, il fallait que je parle de l'islam. Et là, ils auraient mis de l'argent. Parce que dès qu'on parle d'intégrisme, c'est plus facile de désigner l'autre que de parler. Voilà. Et moi, j'ai dit, je ne suis pas journaliste. Bon, enfin, même si j'ai travaillé longtemps avec des journalistes, je n'ai pas assez de recul par rapport à l'actualité. Je laisse à d'autres le soin de le faire. Moi, je fais juste le rappel de ce que ça a été, donc de parler de notre intégrisme à nous, qui était un intégrisme purement catholique. Donc là, ils n'ont pas... non, il ne fallait pas mettre d'argent là-dedans. Donc, effectivement, le film s'est fait sans la télévision. Donc, ça veut dire avec énormément de difficultés financières. Mais bon, vous avez vu le générique qui est assez long. Hein, il y a environ, je ne compte pas l'orchestre parce que c'est encore beaucoup plus de monde, mais il y a 150 personnes qui ont donné de leur temps, bénévolement, y compris moi, pour que ce film puisse se faire. Et pour revenir à l'orchestre, que j'avais été sollicité pour interpréter la musique originale
qu'on avait décidé de composer pour ce film, c'est eux-mêmes qui ont autofinancé la musique du film par pur militantisme, enfin par une vraie conviction politique de devoir participer à cet ouvrage-là. Voilà. Oui, bonsoir, moi j'ai une question, je n'ai pas très bien compris dans le film quelle est l'origine de la laïcité. Elle s'est basée sur quoi et comment elle est sortie, l'idée en elle-même? Alors, le mot laïcité... Oui, ça j'ai bien compris ça. Oui, non, mais il apparaît dans le Littré pour la première fois qu'après la Commune, en fait, en 1876. Okay. Et c'est quoi qui a provoqué ça? Comment c'est venu cette idée? Mais enfin, peut-être le film n'est pas assez clair, mais c'est d'une certaine façon l'histoire du Chevalier de la Barre déclenche tout ce processus. Et les gens vous diront que la Révolution française se fait plus contre le clergé que contre la royauté. D'autres questions? Jean-Yves? Juste pour reprendre ce que Valène disait tantôt. Ma lecture de l'histoire est un petit peu... ma lecture de l'histoire est un petit peu que la Révolution française et le fait que la laïcité était peut-être en réaction avec... et encore là, c'est la lecture que j'en fais, mais je ne suis pas historien ou quoi que ce soit de ce côté-là. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est plus en réaction avec l'association du clergé et du pouvoir de la monarchie, où le clergé s'est servi de cette relation-là pour acquérir beaucoup de richesses et de pouvoir, et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être en réaction à propos de ça. Je sais pas, est-ce que c'est exact de penser ça? Ou... Oui, mais enfin, les révolutionnaires ont vraiment voulu cette séparation. Il y a une anecdote que je vais vous raconter, que je n'ai pas pu mettre dans le film, essentiellement pour des raisons financières, c'est l'histoire de la Sainte-Ampoule. Vous connaissez la Sainte-Ampoule? C'est une colombe amène une ampoule pleine d'huile sainte et qui va servir au baptême de Clovis par l'évêque Rémy à Reims. Et donc cette sainte ampoule est conservée dans la cathédrale de Reims pour le sacre de tous les rois. Donc tous les rois de France ont été sacrés avec cette fameuse huile sainte qu'on appelait la sainte ampoule. Au moment de la Révolution française, le député Roule part de Paris tambour battant avec un bataillon pour rentrer dans la cathédrale de Reims pour sortir cette fameuse ampoule et la casser au pied de la statue de Louis XV qu'on a vu dans le film. Et donc il ramène les débris de l'ampoule à la Convention pour dire, voilà, symboliquement, la séparation des églises et de l'État, c'est terminé, je vous amène la preuve. Voilà. Mais après, quand on va sur les sites intégristes de l'Église catholique, on se rend compte qu'il y a d'autres versions. C'est-à-dire, la première version, c'est qu'ils ont entendu les tambours, donc ils ont échangé les deux ampoules. Ils ont mis de l'huile d'olive, ou ils ont mis... Donc ils l'ont conservé. Il y a une autre version qui dit que, en fait, au moment où on a cassé l'ampoule, il y a un peu de Saint-Crème qui a éclaboussé le plastron d'un bigot qui vite a couru à l'intérieur de l'église. On l'a reversé un peu d'huile sur le plastron et on a refait une fiole. Et une troisième version qui dit qu'elle était à moitié pleine et que l'autre était... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que encore aujourd'hui, parce que cette ampoule est au coffre de l'évêché de Reims, parce que je l'ai vérifié, et que l'Église catholique est toujours prête à sacrer de nouveaux rois. Parce que
en fait, ils ne sont pas sur la même échelle de temps que nous. Ils ont le temps d'attendre. Pour eux, la Révolution française et la République, c'est un épiphénomène. Hein, et quand quand le comte de Paris, là, je sais plus comment ça c'est, Louis XXII, qui s'était présenté aux élections présidentielles, mais qui n'a pas reçu ses 500 signatures, quand il faisait ses discours, il les faisait sur le parvis de la cathédrale de Reims. C'est-à-dire que les symboles restent très forts et qui sont toujours là, prêts, en embuscade, prêts à ressacrer un nouveau roi et de repartir dans la collusion de l'Église et de l'État. Voilà, donc c'était pas que l'enrichissement du clergé, c'était de clore définitivement le chapitre de la collusion politique. Hein, c'est la démonstration que j'ai essayé de faire sur l'histoire de ce pauvre jeune homme, parce que finalement, il se renvoie la balle. Quand j'ai voulu interviewer les gens d'église dans ce film-là, bon, au début, ils étaient très gênés, ils n'avaient pas du tout envie de parler de cette histoire, parce que c'est quelque chose qui leur rappelle des mauvais souvenirs, enfin, ils ont ça derrière eux, quoi qu'il se passe, on leur rappelle. Et puis finalement, quand ils s'expriment, ben, on se rend bien compte que ben, ils sont aussi gênés que les gens de pouvoir, parce que tant que la séparation n'était pas faite, qui s'est servi de qui? C'est ce que montre le film. Donc il fallait absolument que cette séparation soit faite. Alors, ce qui n'a pas été fait tout de suite, parce que je ne sais pas si vous savez qui est le marquis de Beccaria, qui était un Italien qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle « Des délits et des peines ». C'est-à-dire qu'en France, et je pense aussi en Italie, mais je connais moins bien cette histoire, d'une juridiction à l'autre, pour le même délit, on n'encourait pas la même peine. C'est-à-dire que le chevalier de la Barre a été brûlé à Abbeville, mais peut-être qu'il aurait été fouetté à Marseille et on lui aurait donné une amende à Bordeaux. Voilà. Donc, quand Voltaire a écrit au marquis de Beccaria la fameuse relation de la mort du chevalier de la Barre, hein, qui est son écrit principal sur le chevalier, le marquis de Beccaria était en train d'écrire des délits et des peines. Et quand Des délits et des peines est revenu en France, c'est quand même l'ouvrage de référence sur la partie judiciaire qui a permis la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme. Donc c'est un écrit invisible, mais qui a quand même servi. Donc par ricochet, le chevalier de la Barre, Voltaire, le marquis de Beccaria et la Déclaration des droits de l'homme. La seule chose que souhaitait déjà le marquis de Beccaria avant la Révolution, c'était l'abolition de la peine de mort. Ce que la Révolution n'a pas du tout aboli. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on attende Badinter en 1981 pour que la peine de mort soit définitivement abolie. Bon, il n'a pas voulu répondre, je l'aurais bien voulu dans ce film, Robert Badinter, mais voilà. Enfin, pour répondre simplement à votre question, c'est tel que le dit Nicole Perron, qui est la dernière intervenante de la fin de la première partie, la séparation des églises et de l'État au moment de la Révolution a été l'article qui a provoqué le plus long débat, elle le dit. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je vous en prie. D'autres questions? On a juste une dernière. Ah bah, avec plaisir. J'aimerais savoir si vous pensez que la laïcité ou la loi de 1905 en ce moment est en danger en France, disons. Je ne sais pas, on a vu, Pierre a parlé tantôt là, des manifestations, on a tous vu ça ici contre le mariage gay et ainsi de suite. Est-ce que ça correspond selon vous à un regain d'activité de la religion en France? Encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Moi, je suis un artiste, un témoin. Je n'ai pas eu trop le temps ces derniers temps de m'intéresser à l'actualité, mais j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas de regain spécialement en ce moment. C'est l'eau qui dort, c'est là en permanence. Et il suffit de certains événements comme le mariage gay pour qu'on puisse recompter les forces de l'Église
catholique. On a vu les JMJ, je ne sais pas si ça se dit comme ça chez vous, les jeunesses. Bon. Vous voyez le nombre de millions de gens que ça déplace. C'est quand même extraordinaire. Et quand les JMJ ont eu lieu en France, bon, ben, le gouvernement a mis de l'argent pour les JMJ, ce qui a provoqué le tollé évidemment chez les libres penseurs. Que ça soit les JMJ, que ça soit l'école privée, que ça soit l'entretien des bâtiments. Parce que toute l'ambiguïté de la loi de 1905 sur le patrimoine, oui, alors on a nationalisé. Alors c'est des très belles églises, c'est des très belles cathédrales, on ne revient pas sur le travail des compagnons, qui n'étaient pas forcément des catholiques. Mais donc c'est l'État qui entretient les lieux de culte. On est dans le paradoxe absolu. Donc c'est pas réglé, sans parler de l'Alsace, hein, puisqu'on a un département en France qui est encore sous le régime concordataire. Le département de l'Alsace, que ce soit les imams, les curés ou les rabbins, sont encore des fonctionnaires. Ils sont toujours payés. Oui. Est-ce qu'ils sont subventionnés? Oui, il nous reste un département en France. Et c'est pas réglé. Et que tant que ce département, on n'aura pas réussi à le laïciser, il restera quand même une enclave. Et puis le délit de blasphème, qui est toujours en vigueur dans ce département. Hein, il y a quelques années, les gens d'ACT UP sont rentrés dans la cathédrale de Strasbourg parce qu'il y avait un évêque qui était contre la contraception, contre le préservatif. Ils ont fait pas un événement, ils ont fait un... Comment on appelle ça? Le sit-in. Oui, enfin voilà. Et donc ils ont été accusés de blasphème et il y a eu un procès pour blasphème en France. Il n'y a pas si longtemps. Enfin, alors ça s'est fini par un non-lieu parce que ça aurait fait un tel scandale que c'était pas pensable, mais la plainte a été faite pour blasphème et le procès a eu lieu pour blasphème. Donc c'est pas réglé. On s'en sort pas trop mal, mais c'est pas réglé. Je voudrais juste préciser je ne sais pas si tout le monde est au courant ici, parce que pour revenir sur le mariage gay, en fait au Québec, dans les médias, on a vu surtout les manifestations anti-gays justement, mais il y a eu aussi beaucoup de manifestations qui étaient pro-mariage gay, et ça on ne l'a pas vu ou très très peu vu, donc c'est une petite lueur d'espoir, on n'est pas complètement désespéré là. Donc, c'est ça, juste préciser qu'il y a eu aussi énormément de monde qui ont manifesté aussi pour, et d'ailleurs c'est passé heureusement. Merci. S'il n'y a plus de questions, bien, je vous invite... Alors, je fais juste un petit mot à dire, bon, d'une part que je vous remerciais de m'avoir accueilli, et il y a un livre d'or sur la table là-bas, on mettra un peu de lumière. Donc s'il y a certains d'entre vous qui sentent la plume légère, ben, ils peuvent nous mettre un petit mot. Voilà. Ah, une dernière chose aussi. Ah, oui. Moi, une dernière question organisationnelle. Quelqu'un qui voudrait revoir le film, comment il s'y prend? Samedi. Non, mais non, à un moment donné, pour alors, c'est fini. Vous êtes des privilégiés aujourd'hui. Alors, la question... Alors, pour le moment, on n'a pas de distributeur. Donc le film vient de sortir, de la même façon qu'on n'a pas eu de producteur. Là, maintenant, il va falloir qu'on se batte à nouveau pour que le film sorte. Alors, essayez le cinéma du pape. Le monsieur est très progressiste. On l'a invité. Hein? On l'a invité. oui, mais il faut que le bouche à oreille se fasse, parce que je vais prendre l'exemple de la France. Bon. La France, dans l'état actuel des choses, parce que c'est tout frais, hein, le film a été fini au mois d'août. Donc, c'est quelque chose qui démarre à peine. Tous les réseaux de la libre pensée, d'Amnesty International, c'est eux qui vont frapper dans les salles de cinéma, qu'en disant, voilà, on travaille ensemble. Si je sais que c'est un film difficile, qui n'est pas forcément un film très grand public, mais nous, on vous garantit de vous aider pour que le film se fasse connaître. Donc ça part plus dans le bouche à oreille que vers une grosse distribution
grosse distribution commerciale. Mais dans un premier temps, on préfère, enfin, je parle de moi puis des gens de mon équipe, de faire en sorte que ça soit des débats, parce que c'est pour ça que le film a été fait. Et peut-être à la sortie, il finira entre guillemets à la télévision, mais on ne se presse pas, un, parce qu'ils ne l'ont pas produit, et deux, parce qu'ils seraient tentés de le réaménager, de le faire remonter. Donc il faut d'abord que le public l'impose pour que, en fin de course, en quelque sorte, au moment de sa démocratisation la plus large, c'est-à-dire dans la diffusion de télévision, la télévision ne puisse plus le brûler. Une autre question, une dernière? Merci beaucoup pour ce film qui, actuellement au Québec, va assurer beaucoup de réflexion pour compléter le discours public. Considérant toutes les forces religieuses qui partout dans le monde forcent contre les clôtures, est-ce que, d'après vous, la laïcité sera toujours à compléter, sinon à assurer, parce qu'elle ne sera jamais, jamais quelque chose d'acquis? Voilà, il y a plusieurs réponses. La première que je fais, elle n'engage que moi, elle est philosophique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire que si la force, entre guillemets, si les forces du bien venaient à gagner, ce serait une dictature, on est bien d'accord. Donc, il faut qu'on tienne le cap pour faire en sorte que l'équilibre ne soit pas rompu. Je pourrais dire que ça. Après, il est certain que la laïcité est un concept très abstrait, parce que Henri Pennaruis le dit très bien. Il dit, mais c'est l'air qu'on respire. Donc, tant qu'on n'est pas privé de liberté, on ne se rend pas compte qu'on l'a. Et qu'il n'y a qu'en cas de durcissement que ce genre de concept devient plus vivant. Et je vois bien, on en parlait encore cet après-midi, quand on voit la moyenne d'âge des gens qui défendent la laïcité, mais on a très peu de jeunes gens. Quand on voit, et c'est vraiment une catastrophe, je vois en France, à la libre pensée, il n'y a pas de jeunes. Par contre, au Front National, dans les partis fascistes, la moyenne d'âge, mais c'est délirant, c'est 18, 19, 20 ans. Ils en sont même en ce moment en France, en Grèce aussi, avec l'Aube dorée, tout ça, c'est une catastrophe. Donc, nous, en essayant de faire un film très grand public, parce que c'est l'histoire d'un jeune homme, en essayant de faire un film très grand public, c'est d'essayer avec une forme attractive sur l'art, on en a parlé, de faire en sorte que ce film soit vu par les plus jeunes, quoi. Donc j'avais fait au mois de novembre des projections tests, c'est-à-dire on a fait une quinzaine de projections tests sur le film qui n'était pas fini encore, c'est-à-dire pour voir comment différents publics allaient ressentir, et j'avais fait ça avec une classe de jeunes gens de 3e, c'est-à-dire la 3e c'est la fin du collège, en me disant, bon, une fois qu'ils auront fini le jus d'orange et qu'ils auront mangé tous les cookies, ils ne vont pas tenir 2 heures, au bout d'un quart d'heure, je pense qu'ils auront vidé la salle. Non, non, en fait, ils sont restés jusqu'au bout. Donc, voilà, qu'à mon avis, il y a du travail à faire, enfin, je pense à nous tous, auprès des jeunes générations, pour pouvoir sensibiliser à ce qui nous paraît quelque chose qu'il faut à tout prix ou défendre, ou promouvoir. Mais parce que c'est la base de la démocratie. Enfin, on est ferme tous sur ce prix-là. Il faut continuer de se battre pour ça, quoi. Merci. Voilà. Ah. Alors, merci. Une dernière question. Peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent se préoccuper. Moi, je suis prof à l'université. Je pense aux jeunes. J'aimerais que les jeunes voient ce film. Si je voulais qu'ils le voient en contexte du débat actuel pour les prochaines semaines, comment pourrais-je faire pour leur offrir? Eh bien, on va en parler autour d'un verre. Okay.
que ça envoie à prime abord, c'est je ne suis pas comme vous. Ben oui, exactement. Au départ, mais c'est que c'est pire, et c'est que moi je vais en Algérie à chaque année. Alors j'ai dit à Pat Lagacé cette semaine, demande à ton boss un budget de 2500$, va passer une semaine à Alger, tu iras au Saint-Georges où je suis allé 2 fois, et je te trouverai un guide, et tu vas observer sur les grands boulevards au centre-ville d'Alger des choses que tu ne vois pas ici. Des gamines de 10 ans avec des voiles à Alger, ça n'existe pas. Ici, on est Tout ce qu'il n'a pas mis dans le film, et ben c'est d'une richesse aussi, évidemment. On a tellement de choses dans le passé. Il passe de 1789 à 1871, bon, comme ça, oui, mais il se passe beaucoup de choses.